Première vidéo d'une série de 6 vidéos consacrées au processeur central, donc au CPU. Nous allons donc attaquer ici le second chapitre de ce cours. Donc CPU, ça vient de Central Processing Unit. En français, des fois on utilise le terme UCT pour unité centrale de traitement, mais bon, on ne rencontre pas ça souvent. Le terme processeur, c'est très bien, ou CPU. Comme vous le savez, donc c'est un peu le cerveau de l'ordinateur. Et donc cette pièce est responsable de faire la grande majorité des calculs dans le système informatique. Mais en plus, à côté de ça, d'également orchestrer éventuellement des déplacements de données d'un périphérique A vers un périphérique B. Alors à l'intérieur d'un processeur, qu'est-ce qu'on retrouve? Principalement les transistors, donc ça c'est le gros morceau. Ces transistors, c'est ce qui va effectuer les différents calculs. On va en parler un peu après. Il y a également une petite partie du processeur qui est dédiée au stockage de données temporaires. Donc on retrouve du coup des mémoires à l'intérieur du processeur. Il y en a différents types. On le verra après aussi. Et il y a une troisième chose. Il faut bien que les données rentrent et sortent du processeur. Et donc il y a différents bus de données qui occupent aussi un petit peu de place vis-à-vis du processeur. Le transistor, alors qu'est-ce que c'est le transistor? Vous avez ici deux symboles électroniques, il y en a de plusieurs types, donc ici un NPN et un PNP. Ça peut servir à plusieurs choses. Alors déjà c'est un semi-conducteur, vous aurez tout le détail du fonctionnement de ça dans votre cours d'électronique au Q2, donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Ce qui va nous intéresser c'est à quoi ça sert. Et donc il y a un petit peu deux utilités, hein. La première, l'utilité un peu historique, c'était un transistor peut servir à amplifier, pour par exemple créer une radio, un petit signal en entrée, avec le transistor, vous allez l'amplifier à la sortie, voilà. Ou bien s'en servir comme interrupteur à commande électrique, voilà, ici 0, 1, 0, et ainsi de suite. Donc c'est cette fonctionnalité-là qui est utilisée au sein des processeurs. On utilise les transistors plus comme interrupteur 0, 1, d'où le binaire. Voilà, alors pour la petite histoire, ça date de fin des années 40, hein, les transistors, ça a été inventé à ce moment-là. Et c'est depuis le début des années 50 que ça a commencé à être produit pour une des premières utilisations, faire des radios. Mais ça a bien évolué, comme vous pouvez le voir, jusqu'à en intégrer tout un paquet de transistors, des milliards, dans les processeurs, mais en tant qu'interrupteur électrique. Et donc les transistors, on les regroupe ensemble pour former des portes logiques. Alors, vous avez vu les portes logiques l'année dernière, on ne va pas toutes les revoir ici. J'ai pris un exemple de porte E, donc la AND gate, et à deux entrées. Donc on voit ici on a un signal A, un signal B. Vous avez ici la table de vérité, hein. Donc il faut que A et B valent tous les deux 1 pour que la sortie vale 1. Et on peut voir qu'avec le schéma, ça fonctionne bien. Donc pour que le courant passe ici, il faut que l'entrée soit activée. Donc ça veut dire qu'il faut un 1 sur A. Et pour que le courant continue à passer, il faut que l'entrée ici soit activée, ce qui veut dire un 1 sur B aussi. Dans les autres cas, il n'y aura rien qui passe. Donc s'il y a un 1 sur A et un 1 sur B, on aura bien un 1 en sortie. Donc vous voyez qu'avec des transistors, on peut faire un circuit logique. Et avec des circuits logiques, on peut faire des calculs. Par exemple, vous avez ici un circuit composé de deux portes logiques. Alors vous reconnaissez ici sûrement la porte XOR et ici la porte AND. Donc voyons voir, on a deux entrées, A et B. Donc sum, ça va être un XOR. Et si on regarde, le XOR, on a un nombre, on a un 1 en sortie, qu'on a un nombre impair de 1 en entrée. Donc sur ces deux lignes-ci, il y a un nombre impair de 1 en entrée, donc la sortie vaut 1. Et dans les autres cas, c'est 0. Et la porte AND, on l'a vu, c'est comme le calque précédent, il faut que les deux entrées soient à 1 pour avoir un 1 en sortie. Et ce circuit-ci, si vous regardez bien, on a fait un additionneur bit à bit. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Parce que ça, en binaire, c'est 2. Voilà, donc deux transistors, on a fait une porte logique. Deux portes logiques, enfin plusieurs portes logiques,
on fait les circuits, et les circuits comme ça, il y en a évidemment tout un paquet dans vos processeurs. Voyons maintenant d'une vue un peu plus macroscopique ce qu'on peut retrouver comme unité au sein d'un cœur de CPU. Et donc, l'une des unités principales qu'on retrouve dans un cœur de CPU, un cœur de processeur, c'est l'unité de contrôle. Et donc, l'unité de contrôle est en fait à l'intérieur, c'est un style de séquenceur qui va planifier un petit peu les instructions qui vont devoir être exécutées au sein du cœur de processeur. Donc c'est un peu le métronome, l'unité de contrôle. Et qui va synchroniser différents éléments, parce qu'il y a différentes unités de calcul qui va distribuer le travail entre ces différentes unités. C'est l'unité de contrôle. Et cette unité de contrôle, donc j'ai essayé de respecter plus ou moins, hein, c'est un peu à la louche, mais le carré blanc que vous avez sur la droite, vous voyez ça comme un cœur de CPU, et l'unité de contrôle, on va dire qu'elle prend plus ou moins cette place-là dans le cœur de CPU. C'est une unité qui occupe assez bien de place dans un processeur, et c'est une des unités qui est sur lequel les créateurs de processeurs s'attardent le plus, hein, font évoluer le plus lors d'une génération à l'autre. C'est peut-être même l'unité au sein d'un processeur qui change le plus d'un modèle à l'autre de processeur. Car la vitesse de traitement des unités de calcul n'évolue pas beaucoup de génération en génération. Par contre, les algorithmes au sein des unités de contrôle, c'est là où il y a encore du travail à faire, c'est là où il y a encore des optimisations à faire. Essayez de distribuer les tâches entre les unités de calcul de manière la plus efficace possible. C'est le rôle de l'unité de contrôle et c'est ce qui évolue assez bien de génération en génération. Alors à côté de l'unité de contrôle, il y a l'ALU, donc Arithmetic Logical Unit, donc l'unité arithmétique et logique. Donc le rôle de cette unité, c'est de faire des calculs. C'est une unité de calcul qui travaille, qui fait les additions, soustractions, tout ça, les opérations de base, mais également les opérations binaires, style OU, XOR, décalage de bits, plus petit que, plus grand que. Toutes ces opérations-là donc se font dans l'unité, dans l'ALU. Et donc elles travaillent principalement sur des nombres entiers. C'est pas une unité qui évolue énormément, comme dit précédemment. Les performances de ces unités sont quasi déjà maximales depuis déjà un bon moment. Et donc à côté de l'AU, bon j'aurais peut-être dû mettre le bloc juste à côté, mais bon c'est pas grave, c'est pour l'idée. On a les registres. Et donc quand le processeur fait un calcul, par exemple A plus B, il faut bien qu'il stocke la valeur de A et de B quelque part pendant le calcul. Et où le résultat de ce calcul. Et pour ça, les mémoires les plus rapides qui sont à sa disposition, ce sont les registres. Donc ils stockent les données temporairement. Il n'y a rien de plus rapide dans le PC que ça. C'est vraiment la zone la plus rapide pour le stockage de données. Mais qui dit aussi la plus rapide, dit aussi c'est la plus élevée. Donc ça coûte très très cher à fabriquer ce type de mémoire. Et donc du coup, ben, de très petites capacités, hein. Dans un processeur, c'est moins d'un kilooctet, hein, donc on ne sait pas mettre grand chose là-dedans. C'est vraiment une toute petite mémoire temporaire. Alors à côté de la LU, il y a la FPU, pour Floating Point Unit. C'est une unité, avant elle était externe au processeur, hein, mais depuis, quand je dis avant, c'est il y a longtemps, hein. Il y a 20-25 ans, c'était externe au processeur. Maintenant, c'est intégré avec la miniaturisation. Et c'est cette unité qui va effectuer les calculs sur les nombres réels. Donc l'ALU, c'était les nombres entiers. La FPU, c'est les nombres réels, les nombres à virgule. On a vu le format à virgule flottante l'année dernière, le codage à virgule flottante. Ben voilà, typiquement, c'est cette unité qui va travailler avec ces valeurs-là. Et qui va avoir pour charge tout ce qui est opération complexe, la trigono, arctangente, racine, etc. C'est cette unité-là qui va effectuer ces traitements. Et en fonction du logiciel que vous utilisez, ça va être tantôt plus l'ALU qui est sollicité, tantôt plus la FPU, voire les deux, hein, en même temps, ça dépend du logiciel. Donc, typiquement, la FPU, tout ce qui est 3D sollicite assez bien la FPU. Les maths, simulation scientifique, tandis que l'ALU, si vous faites du Word, voilà, afficher des caractères à l'écran, les trucs comme ça, c'est plus l'ALU. Alors à côté de l'ALU FPU, il y a une autre unité de calcul qui est l'unité vectorielle. C'est quelque chose qui est présent dans les processeurs depuis la fin des années 90.
Et ça permet de gérer des jeux d'instructions complémentaires comme Mimix, AVX, etc. Vous avez toute une flopée là, qui est notée. En fait, par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que votre processeur comprend le langage machine, bah, typiquement en ordinateur x86 64 664 bits, ou votre téléphone, le jeu d'instruction ARM. Et donc ça, c'est le langage de base. Et puis, à côté de ce langage de base que le processeur comprend, il y a des instructions additionnelles qui ne font pas partie du langage courant, donc un petit dialecte additionnel qui lui est spécifique à sa génération, qui permet d'accélérer certains traitements, traductions, au lieu d'envoyer des calculs ici, de les envoyer dans cette unité-là qui va les faire plus rapidement. Comme exemple, ben, souvent ces unités permettent à l'intérieur de ces unités, des unités de calcul qui permettent de traiter plusieurs données en même temps, d'où le terme vectoriel. Donc si vous avez quelque chose à faire, du style vous avez un vecteur de données, je sais pas moi, j'écris quelque chose comme ça, je fais n'importe quoi, pop, 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 pom, voilà, vous avez 4 valeurs ici dans un vecteur, et vous devez faire une opération de tout multiplier par 2. Mais s'il n'y avait pas l'unité vectorielle, vous devriez faire ça pour chaque valeur. 2 fois 2, ça fait autant, 2 fois 3, ça fait autant, ainsi de suite. Tandis que si vous avez ces jeux d'instructions-là, vous pouvez envoyer ça dans l'unité vectorielle et en une seule opération, va effectuer le x2 sur toutes les valeurs. C'est ça l'idée. C'est l'idée de l'unité vectorielle. Maintenant, voilà, comment je vais dire, il faut coder spécifiquement. Quand vous faites un programme en C par exemple, normalement vous ne l'utilisez pas. Il faut commencer à mettre du code spécifique pour ça ou des choses spécifiques dans le compilateur. Voilà. C'est pas quelque chose qui est utilisé systématiquement. Alors, on a vu qu'il y avait des registres qui permettaient de stocker les valeurs temporaires, qui étaient des petites mémoires ultra rapides, mais sa capacité est assez limitée. Du coup, il y a une autre mémoire rapide, mais de capacité plus grande, donc un petit peu plus lente que les registres, qui est la mémoire cache. Et ici, c'est la mémoire cache L1 à l'intérieur du cœur, qui sert principalement à stocker les prochaines instructions exécutées. Donc l'unité de contrôle du processeur alimente ces mémoires cache, va lire dans ces mémoires cache et stocke donc les instructions exécutées dans ces mémoires. Et c'est une mémoire extrêmement rapide, mais juste un peu plus lente que les registres. Et souvent, elle est scindée en deux parties, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a les instructions exécutées qui se trouvent là, et sur quelles données ces instructions devront être exécutées, qui se trouvent dans un autre fragment. Typiquement, l'ordre de grandeur de ce type de mémoire, c'est par cœur, ici, sur les générations, je veux dire, conventionnelles, il y a 2 fois 32 kilooctets, donc 64 kilooctets de mémoire cache. Bah, et il y avait moins d'un kilooctet de registre. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup plus de mémoire cache. L1, alors pourquoi L1? Parce que c'est layer 1, c'est de niveau 1. Vous allez voir qu'après, il y a plusieurs niveaux de mémoire. Alors, autre mémoire, la mémoire cache L2, donc c'est un autre niveau de mémoire cache. Vu aussi, comme la FPU, hein, c'est depuis une vingtaine d'années que c'est intégré au processeur. Avant, c'était externe, voire même pas présent. Mais donc ça, c'est la préhistoire. Donc à l'heure actuelle, c'est interne. Et c'est le même principe que la L1, quoi. C'est une mémoire temporaire. Sauf que cette fois-ci, c'est d'un seul tenant. Les instructions ne sont pas séparées des données. Donc c'est une seule zone mémoire qui est de plus grande capacité que la mémoire cache L1, comme vous pouvez le voir. Donc jusqu'à 1 mégaoctet par cœur, contre 64 kg pour la L1. Et elle est plus lente. Donc elle est de plus grande capacité, car moins chère à produire, mais plus lente. Et donc l'idée, c'est votre CPU, il pourrait se passer de mémoire cache, mais alors il devrait aller chercher toutes les données en RAM. Donc sa mémoire de travail, c'est la RAM, mais le temps que met une donnée pour venir de la RAM et aller dans le CPU et vice-versa, c'est assez long. Donc là, ça prend un certain temps. Et donc toutes les données temporaires, le CPU va essayer au maximum de les stocker dans sa mémoire cache en interne, et quand il a le temps de les envoyer dans la RAM. Ça permet d'accélérer les calculs, de faire comme ça. Cette mémoire cache, on a vu la L1, elle coûte très cher.
donc elle est de petite capacité. Du coup, ils ont rajouté de la mémoire cache L2, beaucoup plus rapide que la RAM, un peu moins rapide que la L1, mais ça permet d'avoir certains gains en performance. Et c'est l'unité de contrôle qui va gérer le remplissage de ces mémoires. Donc on en revient sur le fait que l'unité de contrôle a un impact important sur les performances, parce que si une unité de contrôle met des données inutiles dans la mémoire cache, ben, c'est comme si on n'avait pas cette mémoire cache sous la main. Dernière unité dans le cœur de processeur, c'est l'unité d'entrée-sortie. Tout simplement, cette unité gère les communications avec l'extérieur du cœur de CPU. Attention qu'ici, cette unité, donc j'ai noté là qu'elle gère la communication avec l'extérieur, la RAM, la carte graphique, etc. C'est le cas dans un processeur monocœur. Dans un processeur à plusieurs cœurs, cette unité est externe au cœur du CPU, mais ça on verra un petit peu plus loin. Et donc, avec la miniaturisation, on intègre de plus en plus de fonctionnalités dans le CPU. Et le CPU doit communiquer avec de plus en plus de périphériques. Typiquement, avant, les processeurs, ils communiquaient avec la carte mère et c'est tout. Maintenant, ils communiquent avec la RAM en direct, ils communiquent avec la carte graphique en direct, éventuellement avec le disque dur en direct. Donc ça dépend un petit peu des systèmes, mais voilà. Donc du coup, plus il y a de périphériques avec lesquels il s'est communiqué en direct, donc sans intermédiaire, plus cette unité euh, bah, occupera de l'espace vis-à-vis du processeur. Alors il y a un petit, enfin j'ai fait une petite simplification dans les explications précédentes. Avec les processeurs modernes, l'ALU, je vous avais vu dans les slides présents, il y avait une ALU, une FPU dans un cœur. C'est pas tout à fait vrai que les processeurs modernes, en fait, il y a plusieurs ALU dans un même cœur et plusieurs FPU dans un même cœur, ce qui fait que le processeur peut alors exécuter plusieurs instructions. Enfin, le cœur de processeur peut exécuter, si l'unité de contrôle lui a donné l'ordre, plusieurs instructions simultanées sur les ALU et FPU. On dit alors que c'est un processeur superscalaire, c'est le terme utilisé. Alors, si on regarde maintenant le processeur dans son entièreté, un processeur avec plusieurs cœurs, ce qui est le cas de quasi tous les processeurs actuels, on voit que l'unité d'entrée-sortie n'est plus dans le cœur, mais il n'y en a qu'une seule et elle est commune aux différents cœurs. Donc ce qui permet d'entrer-sortir les données, de communiquer avec la RAM, la carte graphique, etc. Elle est là. Et on a toujours une unité de contrôle par cœur, mais on a également une unité de contrôle pour les différents cœurs. Et on a un niveau de mémoire cache additionnel, mémoire cache L3, de plusieurs mégaoctets, plus lent que la mémoire cache L2, et mais toujours plus rapide que la mémoire RAM. Cette mémoire cache L3 donc sert comme pour la L2, mais en plus, comme elle est commune aux différents cœurs, elle peut être utilisée pour le transfert de données entre les cœurs. Donc quand par exemple ce cœur-ci veut mettre une donnée là à destination de l'autre cœur, il la met dans la mémoire cache L3, informe l'autre cœur où elle est, et lui peut aller la lire. Donc c'est également utilisé pour ça. Sur ce calque, on a ici la hiérarchie, donc pour rappel les différents niveaux mémoire. Donc avec le niveau le plus proche des cœurs de calcul qui sont les registres, puis le cache L1, L2, L3, et ensuite à l'extérieur du processeur, la mémoire RAM. Et donc dans le petit tableau ici à droite, vous avez les latences des registres qui sont indiquées. Donc vous avez ici la latence exprimée en nanosecondes. Et donc vous voyez qu'un registre, la latence d'un registre, c'est de l'ordre de 2 centièmes de nanoseconde, donc c'est complètement négligeable. Et puis plus on descend dans la hiérarchie, on a la cache L1 avec 2 nanosecondes, la L2 avec 5, ce sont des ordres de grandeur, ça varie évidemment d'une architecture à l'autre, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu que plus on s'éloigne des cœurs, plus ces latences sont élevées pour atteindre une latence réelle de l'ordre de 60 nanosecondes avec les barrettes de RAM. Alors on a ici sur la troisième colonne les débits. Alors il n'y a pas de débit exprimé pour les registres parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le sens où les données sont accessibles directement à côté des cœurs. Par contre, à partir du cache L1, on voit qu'on a un débit de l'ordre de 200 gigaoctets par seconde et ça diminue jusqu'à environ 40 gigaoctets par seconde pour soit 2 barrettes de RAM en DDR4, soit une de DDR5.
Alors on peut pas mettre que des registres évidemment, parce que les registres ça coûte super cher à produire, et plus on descend dans la hiérarchie, ben moins ça coûte cher par octet. Voilà, alors pourquoi on ne pourrait pas se contenter que de barrettes de RAM, parce que qu'est-ce que c'est que 60 nanosecondes? Et ben, le calcul il est vite fait. Le calcul est le suivant. S'il n'y avait que de la RAM, en fait, ben, ça veut dire qu'une unité de calcul pourrait effectuer une opération que toutes les 60 nanosecondes. Je fais une grosse approximation. Et donc, ça me permet du coup d'estimer une fréquence maximale au-dessus de laquelle ça ne servirait à rien de faire tourner le processeur. Et cette fréquence maximale est de 0,017 GHz, donc 17 MHz. Voilà. Si on n'avait que de la RAM, ça ne servirait à rien de faire des processeurs à des fréquences de fonctionnement au-dessus de 17 MHz. Donc vous voyez que les nanosecondes, c'est quand même une grandeur qui est vraiment énorme hein, pour un processeur par rapport à un être humain. Donc ça a beaucoup d'importance ici. Pour conclure, donc on revoit ici un schéma bloc d'un processeur. Il a depuis déjà quelques années, surtout en téléphonie, des processeurs, en téléphone, tablette, etc., des processeurs dits de type Big Little. Et depuis quelques mois, donc ici en 2021, sont sortis également chez Intel des processeurs de ce type d'architecture. Et il y a, je dirais, une petite année maintenant, également chez Apple, avec l'Apple M1, des processeurs également Big Little. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on a dans la zone ici des cœurs conventionnels, et à côté de ça, on a des plus petits cœurs qui ont été installés dans le processeur. Et l'idée étant, c'est que les plus petits cœurs, ils servent quand la charge de calcul est faible. Donc quand vous faites pas grand chose avec votre ordinateur, alimenter les gros cœurs, ça consomme plus qu'alimenter les petits cœurs. Et donc dans ce cas-là, ce sont les petits cœurs qui sont mis à contribution. Mais bon, ils sont plus petits et également moins performants, mais quand vous n'avez pas de grosse charge de calcul à ce moment-là, ils font très bien l'affaire. Et puis quand vous lancez du calcul intensif, alors c'est les gros cœurs qui prennent leur lait, et en fonction du type d'architecture, les gros et les petits peuvent fonctionner en même temps, ça dépend. En téléphonie, c'est moins souvent le cas, mais je sais qu'avec les derniers processeurs Intel, donc la génération 12, tous les cœurs peuvent fonctionner en permanence. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de gagner un petit peu en consommation, et éventuellement, s'ils peuvent tous fonctionner en même temps, on gagne un petit peu en perf aussi. Voilà, cela clôture donc cette vidéo.